Bonjour à tous, bienvenue sur Chave FM, on se retrouve pour une nouvelle saison et oui on attaque la 3e, on attaque et c'est le moment de se retrouver et aussi de vous dire qu'on a changé un peu de format. Les 2 dernières saisons on était au hameau des Alpes, installés sur notre petit télésiège ou dans notre traîneau et on a décidé de sortir un petit peu des murs, de se retrouver plus nombreux autour de la table. Vous allez voir aujourd'hui on est 5 donc ça change et pour attendre sagement que la neige arrive, que l'hiver commence, que la saison soit lancée, et on s'est dit qu'on allait parler de ski alpin avec 3 de nos champions, 3 athlètes. On a Hugo Desgrippes, Garance Meyer et Léo Angno autour de la table. Salut tout le monde, comment ça va ? Salut, ça va et vous ? Salut. Salut. Vous êtes en forme ? Oh là, on va essayer de ne pas faire d'accident, de renverser de l'eau tout de suite sur la table. Comment ça va ? Écoutez, ça va pas trop mal, la saison attaque bientôt, le froid arrive, donc on peut être que heureux. Génial. Pour toi Léo, un petit mot à rajouter ? Ouais. On a hâte de commencer à en découdre, d'attaquer les courses et de pouvoir aussi skier à la maison, parce que avec les premiers flocons qui tombent, ça donne envie. Ouais, c'est vrai que là, le ciel est en train de descendre et la neige aussi descend jusqu'au village gentiment. Ça va approcher bientôt. T'as pu ressortir les skis, toi, Garance ? Moi, pas encore ressorti les skis à la maison à la Clusa, bien Ouais. qu'il y ait déjà un peu de neige. Mais déjà ressorti les skis sur les glaciers, etc. Évidemment, ça Évidemment. on n'en doute pas. On va attaquer les présentations. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui ne vous connaissent pas, on va démarrer par toi Hugo, mais tu vas nous présenter Garance. Voilà. Non, Léo. Ah, tu vas nous... Ok, tu choisis. Désolé, vas-y. Alors tu nous présentes Léo. Léo Angno, qui est originaire lui de la Clusa et il a tout le temps vécu ici, qui est un très bon ami à moi, qui a 25 ans, voilà, qui a toujours été au club des sports de la Clusa depuis qu'il est tout petit, qui aujourd'hui maintenant est en équipe de France, donc en ski alpin, dans le groupe technique, et voilà, qui évolue sur le circuit Coupe du Monde et un petit peu aussi sur le circuit Coupe d'Europe, mais voilà, qui a comme objectif de performer sur les prochaines Coupes du Monde et sur les gros événements qui vont arriver comme les mondiaux et les JO dans les prochaines années à venir. Génial. On te passe le micro à toi, Léo. Tu nous présentes... Présenter Garance. ouais. Garance Meyer, c'est la petite pépite du club des sports de la Clusa en ski alpin. Elle a 19 ans, elle est en équipe de France dans le groupe Coupe d'Europe, donc on appelle ça maintenant l'équipe de France relève. Ok. Et elle fait toutes les disciplines, c'est une skieuse qui est très polyvalente et qui est dans les meilleures mondiales de ses années d'âge pour l'instant. Mais je pense que ça va être une des meilleures mondiales tout court dans le futur. Bel espoir, ouais. Trop gentil. Le sourire un peu modeste, un peu crispé. Oh, c'est trop gentil. T'as le droit de rougir, c'est de l'audio. Il m'a bien présenté, on c'est verra cool. pas que tu rougis pendant que tu parles. On te laisse présenter Hugo. Alors, maintenant, je vais présenter Hugo Desgrippes. Donc, il a 23 ans. Donc, club de la Clusa, il habite dans la vallée d'en bas d'Ingy-Saint-Clair. Donc, il évolue dans le groupe Coupe du Monde, slalom, spécialiste de slalom. Il fait aussi un peu de géant, voilà. Et il a fait sa 2e Coupe du Monde en Autriche la semaine dernière. Et donc voilà, Bravo. il a pu nous montrer qu'il était là et il va envoyer du gros cette saison. Ouais, ça s'annonce plutôt bien. C'était comment ? Tu peux nous dire un petit mot là-dessus ? C'était pas facile en tout cas, même si les conditions avaient l'air très bien le matin sur la reconnaissance. C'est vrai qu'elles se sont plus détériorées que prévu. Et pour nous qui avons, enfin en tout cas pour moi qui ai un gros dossard, c'était pas facile à skier, mais bon voilà, on s'est battu comme on a pu, enfin je me suis battu comme j'ai pu et c'est pas allé jusqu'au bout, mais bon voilà, ce sera l'objectif sur les prochaines, de mettre la première manche en bas pour espérer une qualification en 2e manche. On a chercher de l'expérience et Voilà, exactement. puis petit à petit de se placer. Exactement. Ouais. Ok, top. Ça nous fait une parfaite transition pour la première partie de cette interview. La saison, maintenant qu'elle est commencée, qu'est-ce qui s'est passé pour vous ? Parce que toi, Garance, tu nous disais que tu revenais de Finlande. Tu faisais quoi de beau là-bas ? Donc on est allé en Finlande avec mon groupe pour s'entraîner parce qu'il y a des bonnes conditions là-haut avec des températures froides. Donc pour préparer au mieux les prochaines courses, les premières courses de la saison. Ok, d'accord. Donc voilà, pour 15 jours là-haut. Et pour vous deux, ou même vous trois, vous aviez aussi des stages, j'allais dire comme chaque année, c'est quoi, c'est Ushuaia ou... Ouais,
Du coup, au mois de septembre, on part souvent en hémisphère sud, donc à Ushuaia, pour faire un mois d'entraînement pour préparer la saison, retrouver des conditions hivernales qu'on ne retrouve pas forcément sur les glaciers en Europe à cette période-là. Donc voilà, l'objectif, c'est justement d'en profiter et de s'entraîner au maximum pour être prêt ensuite pour le début de la saison, parce que les courses commencent tôt. Là, on a vu avec Hugo qui a déjà commencé ses courses, Garance aussi un petit peu en Finlande. Moi, je devais commencer au mois d'octobre, mais ça a été annulé oui, effectivement, en Autriche, la première Coupe du Monde à Zolden. Il y avait beaucoup de vent. Mais voilà, du coup, on fait un gros stage d'un mois au mois de septembre à Ushuaia, et après, on continue à skier un peu sur les glaciers ou en Scandinavie sur le mois d'octobre et novembre pour le vrai début de la saison qui est souvent début décembre. Ok. Et en fait, la saison, elle s'arrête jamais, puisque ça... Il y a un flow continu. Au final, dans une année entière, on n'a que le mois de mai qui est un peu vraiment off complètement, où là, on peut partir en vacances, tout ça. Mais dès le début du mois de juin, on recommence l'entraînement physique tout l'été. Quelques stages aussi en juin, juillet sur des glaciers, mais c'est pas beaucoup, c'est juste histoire d'entretenir. Mais toute l'année, en tout cas, on est en entraînement, que ce soit physique ou sur les skis. Mais du coup, en fait, vous décrochez jamais. Enfin, il y a toujours cet esprit d'athlète qui est dans votre tête tout le temps, ou il y a vraiment des moments où vous arrivez à sortir un peu la fin de saison, on sort un petit peu, on en profite pour aussi faire un peu la fête, parce que c'est la période où on peut aussi décompresser, donc faut en profiter un peu, partir en vacances, faire autre chose. Mais de juin à début avril, c'est quand même, on est quand même en mode compétition et athlète. Ok, ça fait pas mal de choses. En tout cas, ici, on l'a dit juste avant, ça blanchit, ça commence à se préparer, les températures baissent, on l'a encore vu ce matin avec quelques petits flocons, mais on a hâte et on espère vraiment pouvoir ressortir les skis le 2, donc le 2 décembre pour aller sur Balme. Donc toi, tu nous disais, Léo, que tu étais déjà allé tâter la neige à la Clusaz. Le chanceux. Le créneau, on va dire, collait entre ton emploi du temps et la neige fraîche qui est restée un petit peu chez nous. Justement, comme je disais, moi, en tout cas, ma première course qui était censée être fin octobre, elle a été annulée. Derrière, j'ai une grosse coupure avant les prochaines échéances. Du coup, c'est tombé pile, les chutes de neige sont tombées pile pendant une période de repos. Donc, j'ai pu en profiter pour faire les premières traces sur l'aiguille quand il y a eu la grosse chute de début novembre. Là, c'était d'ailleurs super bon. C'était en famille, tranquille. C'était en famille, vraiment une petite montée pour profiter de la descente, parce que en tant que skieur alpin, je préfère la descente qu'à la montée. J'imagine, mais de toute façon, au mois de novembre, on n'a pas le choix, il faut monter pour descendre. Là, ça, c'est sûr. Vivement que les remontées, elles ouvrent. On arrête aussi. Juste une question générale d'ailleurs pour tout le monde. C'est quoi du coup être un champion? Et c'est quoi être un champion de la Clusaz? Vous avez 4 heures. Enfin, non. Gros sujet de philosophie sur la table. Non, qu'est-ce qu'être un champion? C'est un peu compliqué à répondre à cette question. Au début, quand on est tout petit, on a des rêves, on part de ça, on a envie de performer comme nos idoles, j'ai envie de dire. On a tous eu un peu des gens à qui on a voulu ressembler, je pense. Et voilà, après, de fil en aiguille, on arrive à des niveaux, national, international. Et puis nous, en l'occurrence, on s'est retrouvés là et on se retrouve en tant que, entre guillemets, champion de la Clusaz. Franchement, c'est que du bonheur. On peut d'essayer en tout cas de vivre de sa passion, c'est quelque chose qui est quand même assez extraordinaire. Ouais. Et voilà, donc en plus de le faire pas loin de chez nous, pas loin des Alpes, la Clusaz, franchement, c'est incroyable. C'est marrant parce que la manière dont tu le dis, ça paraît tout simple, c'est super du coup d'être humble à ce point-là. Ça paraît facile, mais c'est quand même beaucoup de travail. Oui, c'est sûr qu'on voit pas tout le... Enfin, mes collègues pourront comment dire, valider ce que je vais dire là, mais c'est sûr que c'est pas des vacances tout le temps. Quand au début on est au club des sports, on s'amuse entre amis à skier tous les jours sur la Clusaz, mais sinon après quand on rentre vraiment dans le haut niveau, c'est que c'est des concessions, c'est des sacrifices aussi. On fait des choix, et comme le disait Léo, on n'a pas beaucoup de temps libre. Entre guillemets, on n'a qu'un mois où on peut un peu faire ce qu'on veut. Sinon, le reste du temps, on est complètement impliqué dans notre projet sportif, que ce soit à la fois sur la neige ou sur
sous les barres de muscu ou sur les vélos. Enfin bon, voilà, on essaie de se préparer au mieux pour être meilleur sur les skis, quoi. Ouais. Et ça se construit comment? Vous pouvez un peu développer? Il y a quoi? Il y a un emploi du temps? Vous avez des coachs, plusieurs coachs qui tiennent le calendrier? Comment c'est organisé? Notre emploi du temps. L'emploi du temps général entre la vie perso et l'entraînement. Et oui, donc Hugo et Léo, ils sont dans le même groupe Coupe du Monde avec leur coach. Moi, je suis pas dans leur même groupe. Filles et garçons, on est séparés. Et donc, on a nos coachs sur les skis qui gèrent, qui nous entraînent et qui gèrent les emplois du temps, etc. On a aussi des coachs de préparation physique, donc pour toute la préparation physique d'été, mais aussi d'hiver, parce qu'on en fait aussi l'hiver pour être prêt. Et donc voilà, on a tout un environnement autour de nous pour performer au mieux. Ça marche. Et comment ça se passe du coup concrètement, enfin, en termes de fonctionnement? Il y a des infrastructures dédiées, vous avez des rendez-vous réguliers, Alors, au niveau de l'entraînement physique, donc surtout l'été, on va au Centre national d'entraînement de la Fédération française de ski, qui est à Albertville. Okay. Donc, on a une espèce de gros gymnase avec des salles de muscu, des salles de kiné, de cryothérapie, tout ça, tout dédié pour qu'on puisse bien s'entraîner et être performant l'hiver. Après, au niveau des stages, souvent on a les rendez-vous, pareil à Albertville, qui est un peu le centre pour pouvoir partir un peu partout. Mm-hmm. On se donne rendez-vous là-bas et les coachs nous emmènent en minibus pour aller prendre l'avion ou pour aller sur d'autres stations. Ok, ça marche. Mais du coup, par rapport à ce que tu disais, Hugo, ça me fait penser, tu parles de sacrifice et comme on disait, ça a l'air d'être tout simple, mais au final, même dans votre vie quotidienne, donc il n'y a pas trop de sorties. Et finalement, vous êtes un peu formaté à avoir vraiment un mental qui va vous pousser quand même à tenir toute la saison, qui parfois, les conditions, vous partez, vous voyagez beaucoup. Qu'est-ce qui fait que, est-ce que vous avez des régimes particuliers? Qu'est-ce qui fait que vous tenez, vous voyez parfois pas trop vos amis pendant la saison? Comment ça se passe un peu tout ce côté-là dont on n'entend pas trop parler finalement? C'est un peu la face cachée de l'iceberg, on va dire, mais non, c'est plus, comment dire, après, à partir d'un moment où on veut être le meilleur du monde, les meilleurs du monde, c'est des choix. Voilà, on met tout de notre côté en tout cas pour essayer d'être le meilleur, de performer au mieux. Mm-hmm. Voilà, ça va de soi que forcément on sort pas tous les jours, on n'a pas des vies entre guillemets lambda d'étudiants classiques, voilà. Alors après, je dis pas que tous les étudiants sortent tous les soirs, hein, mais non, mais voilà, c'est sûr qu'on se doit de tenir une hygiène de vie qui est quand même assez irréprochable pour à la fois éviter la fatigue, mais aussi on doit, comme tu disais, tenir aussi une ligne qui est assez importante pour l'été quand on fait beaucoup de préparation physique. Ça dépend des objectifs de chacun, mais des prises de poids, etc., c'est vraiment très réglementé. Ouais. Voilà. En tout cas, le sport de niveau requiert vraiment tout un package, je dirais. Malheureusement, on est obligé de passer par là et on l'a tous accepté, je pense. Malheureusement et ou pas. Malheureusement ou pas. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'il y a des objectifs qui sont très très exigeants au bout du compte. Donc il faut mettre toutes les chances de son côté. Voilà. Non, bien sûr, on a vraiment choisi en tout cas ce mode de vie-là et on le regrette. Moi, en tout cas, je le regrette pas et je pense que mes collègues non plus. Et en tout cas, voilà, si jamais un jour on arrive à aller là où on veut aller, tous ces sacrifices auront valu le coup, bien sûr. Et vos coachs, justement, ils sont avec vous pour vous aider? Est-ce que, est-ce que vraiment le coach, il a un rôle important dans ce... Alors le coach, oui. Ils ont un peu... Mais après, il ne faut pas oublier qu'on est aussi dans un groupe entre nous et que finalement, on crée des liens entre nous et au final, on s'entraîne, mais on est entre potes. Avec Hugo, on est dans le même groupe. On est potes depuis qu'on est tout petit et on est avec les autres du groupe, on s'entend tous bien. Donc finalement, c'est pas que des sacrifices et on passe quand même des super moments en dehors du ski à faire plein d'autres choses. Donc le soir à l'hôtel, tout ça, on peut faire des jeux de société, des choses comme ça pour prendre des exemples, mais on passe des bons moments entre amis, on boit un coup aussi une fois, une petite bière, ça fait pas de mal. Et voilà. Ça reste des sports individuels, mais il y a quand même une énorme équipe derrière, que ce soit le staff, que ce soit les kinés, les coachs, tout le bazar. C'est une espèce de petite famille, quoi. Ça, voilà. C'est sûr. Et puis, on se rend compte, même en regardant un peu les étrangers, que les pays qui marchent le mieux, souvent, c'est ceux qui ont réussi à avoir un esprit d'équipe dans leur groupe. Donc,
où tout le monde s'entend bien, tout le monde s'entraide, essaye de progresser ensemble et se tire vers le haut. Donc voilà, on sait que quand ça se passe bien, souvent, ça se passe bien, enfin, quand ça se passe bien en dehors, pour la plupart, ça se passe quand même bien sur les skis. Ça marche. Bah, quand on vous voit, on n'a pas l'impression que vous êtes malheureux, donc ça a l'air de bien se passer. Petite question avant de faire une coupure pour parler un peu de l'agenda. On a légèrement abordé le sujet, mais qu'est-ce qui vous inspire, ou en tout cas, qui est-ce qui vous inspire et qui vous a donné envie de faire du ski, de venir jusque-là? Pour toi, Garance, ce serait qui? Alors moi, en championne, c'est une championne, c'est la meilleure mondiale, c'est Mikaela Shiffrin, qui m'a inspirée dès le début. Moi, ça fait depuis toute petite que j'ai envie d'accéder au haut niveau, etc. Et donc, c'est vraiment en la voyant que ça m'a donné envie de faire pareil qu'elle, d'aller sur le circuit Coupe du Monde. Et donc, je pense, voilà. Et après, il y a aussi la Française Tessa Worley, qui m'a beaucoup inspirée et qui est en plus du coin de la vallée d'à côté. Donc, voilà. On lui fait un petit coucou. On lui fait coucou. Pour toi, Léo? Alors, moi déjà... Ça peut être ski ou hors ski. En fait, mes parents ont fait déjà du ski de haut niveau. Okay. Ils étaient les deux en équipe de France, donc je suis un peu comme Obélix, je suis un peu tombé dans la marmite. T'as été bercé là-dedans, ouais. Mais disons que voilà, je suis tout petit, ils m'ont direct mis. Je pense que j'avais même pas compris que j'étais sur des skis, qu'ils m'avaient déjà mis sur les skis. Et voilà, après, j'ai tout de suite été passionné par le ski, en habitant en plus à la Clusaz. Dès que j'avais du temps libre, même si j'étais petit, ils me laissaient aller skier. Ils avaient confiance un peu en moi, donc j'ai tout de suite eu une passion pour le ski. Puis la compétition, mon père est entraîneur au club, donc pareil, ça aide. C'est venu un peu tout seul, mais sinon, ensuite, comme je dis, j'ai été passionné par la course, et à l'époque, en tout cas, moi, celui qui m'a donné beaucoup envie, c'était Jean-Baptiste Grange, qui a eu un palmarès exceptionnel, et quand j'étais petit, en tout cas, c'était quelqu'un qui me faisait rêver. T'avais les posters et tout. Ouais. Voilà. Et toi, est-ce que tu avais aussi des posters de JB Grange? Eh bien, figurez-vous que oui. Je me souviens avec Julien Lisereau, quand ils avaient fait, je crois, un doublé à Kitzbühel, un truc comme ça. Ils avaient fait double podium, et j'avais ce poster-là dans ma chambre, d'ailleurs signé en plus. Quelle chance. Classe. C'est vrai que ces deux sportifs-là, en tout cas Julien Lisereau et Jean-Baptiste Grange, m'ont beaucoup inspiré. En tout cas dans le ski alpin. C'est vraiment des gens qui ont porté haut les couleurs de la France, voilà, au niveau international. Et puis plus localement, je dirais qu'une personne un champion qui m'a bien inspiré, c'est Edgar Gros-Pilon, qui est de la Clusaz aussi. Ouais. Et voilà, qui a été champion olympique. Et voilà, plus généralement dans les sportifs, c'est un peu ces trois-là qui me viennent en tête. Alors, si tu j'étais vraiment tout après, petit là, pour le coup. Autant moi je me rappelle l'avoir vu à la télé, mais j'étais pas grand. Mais on m'a plus raconté après par la suite et tout. J'ai revu après les images, et c'est vrai que c'était quelque chose qui était assez fou. Chouette. Bon, merci beaucoup pour ce petit moment nostalgie, émotion, tout ce qu'on veut. Passion Reblochon, la Clusaz, c'est de l'emballe. Je vais passer le micro à Claire, qu'on a entendu déjà juste avant, mais je suis désolé, en plus je t'avais même pas présenté autour de la table, je suis parti directement sur l'intro. On va passer à l'agenda, et du coup je vais te passer le micro pour juste expliquer les règles du jeu, si on peut. C'est ça. On va vous présenter du coup l'agenda un petit peu différemment. Vous avez 3 papiers face à vous. Depuis tout à l'heure, Garance tous le numéro 3, donc je pense que tu pourras le prendre. Et en fait, vous avez une phrase, et ça va nous permettre aussi de présenter un petit peu les événements qui vont arriver assez vite, parce que le temps passe vite. Et donc c'est super cool. Et donc je vous laisse chacun votre tour nous présenter, lire ces petits événements, et puis comme ça on pourra... Qui est le numéro 1 ? On pourra en parler. Et c'est Hugo. C'est moi qui débute alors. Le LCZ Free Ski Film le 2 décembre au cinéma de la Clusaz, avec les derniers films de nos riders et ambassadeurs. Très bel événement, ça, en tout cas. J'y ai participé l'année dernière avec Léo Angno, mon collègue qui est juste à côté de moi. On avait présenté notre film duo au cinéma. C'est franchement un rassemblement de plein de films outdoor, que ce soit autour de la Clusaz ou même ailleurs, qui est vraiment très inspirant. Et puis en tout cas, juste avant
juste avant la saison qui commence, donc là le 2 décembre en l'occurrence. Ça donne vraiment souvent très envie. Et pour compléter sur justement le 2 décembre, ceux qui seront présents pourront passer ensuite faire l'after au Candide Store. Exact. On Juste a en dessous. Un petit DJ set, soirée festive, séance de dédicace. Et si vous êtes présent éventuellement, vous serez les bienvenus, bien sûr. Vous avez juste à traverser la route. Voilà. Il y a le cinéma d'un côté et l'after juste derrière. Ouais, on se dit, tranquille, même pas 20 mètres, traverser la route et c'est bon. Ça devrait aller. non, très bon rendez-vous. Ouais. On passe à la suite. Deuxième rendez-vous. Les 60 ans de Balme, sorti du film en ligne le 5 décembre sur la chaîne YouTube de la Clusa. Un documentaire inédit qui retrace, avec des témoignages en tout genre, l'histoire de ce massif emblématique de la Clusa. Waouh, tu l'as lu, mais nickel. Je me suis dit, tombé sur le plus gros papier à lire. Mais en fait, cet hiver, les 60 ans de Balme, un gros morceau d'histoire, un gros morceau de ski, de freeride, de champion. Ça a vu passer un paquet de monde et on a un documentaire de 15 minutes qui va sortir très bientôt et qu'on a hâte de vous dévoiler. Voilà. Ouais, on a hâte de voir ça. Hein. Ouais, ça va faire. On espère qu'il y aura des Balme, petites larmes qui vont sortir. On aime tous y aller. C'est toujours le rendez-vous de début de saison parce que c'est toujours l'endroit où il y a le plus de neige et que la neige est le meilleur en début de saison. Donc, on a hâte de voir, en tout cas pour les 60 ans. Donc, il y a sûrement pas mal d'images où on n'était même pas né. Il y a des images d'archives. On a retrouvé des trucs dans des cinémathèques ou des vieilles cassettes qu'on a fait numériser. Et encore, on n'a pas pu tout mettre parce que sinon, on aurait pu faire un film qui durait des heures. Ouais, puis c'est un endroit quand même emblématique au niveau des événements et tout, entre le candidat invitationnel avant, tout ça. Et même encore avant, vous verrez dans le film, il y a plein d'anecdotes, plein de petites surprises, plein de belles choses là-dessus. On va passer un bon moment. Ouais. On termine cet agenda. Alors, les pestacles du Père Noël du 23 décembre au 5 janvier, tous les soirs sur la place de l'église, avec des artistes de rue, des musiciens, des déambulations, bref, la magie de Noël. Voilà, ce sera les vacances. Voilà. En tout cas pour nous, je ne sais pas où vous serez vous à ce moment-là, si vous avez une coupure d'ailleurs pendant les fêtes de Noël. On aura une petite coupure, en tout cas moi j'aurai la coupure des 2 jours de Noël. Ok. Profiter de la famille. Et donc voilà, là à la Clusa, il y aura toute la magie de Noël avec tout le monde, ça sera sympa. Ouais, on sera en mode vacances et ça va arriver très très vite. Mais du coup, on parle de notre agenda, mais est-ce qu'on peut savoir un petit peu le vôtre? Qu'est-ce qui va être prévu pour vous dans la saison qui arrive du coup? Alors dans la saison qui arrive, donc dans les semaines proches, moi j'ai les premières coupes d'Europe en slalom en Autriche. Et ensuite, je sais pas encore, ça sera des coupes d'Europe tout au long de la saison. Et après, nous, en janvier, j'ai les championnats du monde junior en France. Donc un gros événement qui va se passer au GET à Voria-Morzine. Ok, trop bien. Donc voilà, on attend ça avec impatience. Ah bah ouais, ça va être cool. J'imagine. Et pour vous les gars, c'est quoi la suite, la prochaine échéance? Alors pour nous, avec Hugo, on a le Critérium de la première neige à Val d'Isère, donc les premières Coupes du Monde en France. C'est quoi, c'est le 17 c'est le 9 et 10 décembre. 10. Okay. Ouais, 9 et 10 décembre, donc ça arrive vite. Voilà, donc on sera présents chacun sur une journée. Moi pour le géant le samedi et Hugo le slalom le dimanche. Donc voilà. Ensuite, tout un enchaînement de Coupes du Monde et de Coupes d'Europe dans l'hiver. Okay. En tout cas, l'hiver est quand même chargé. Pas mal de courses. C'est difficile de dire à l'avance, en tout cas, quelle course on saura, parce que ça change assez souvent. Mais en tout cas, pour le mois de décembre, déjà, c'est pas mal chargé. Rien à rajouter. Il l'a très bien fait. L'a très bien fait. Non, voilà, on va alterner entre Coupe d'Europe, Coupe du Monde. Voilà, le but, ce sera d'en faire le plus possible des Coupes du Monde. Et voilà, prochain rendez-vous donc à Val d'Isère, 9-10. Venez nombreux. Bah ouais, on va suivre ça, on va regarder, bien sûr. Voilà. On parlait tout à l'heure de l'ambiance en équipe de France, de la bande de potes et tout ça. Comment ça se passe? Enfin, il y a des tranches d'âge, enfin, c'est séparé, comment c'est construit à ce niveau-là? Bah, en fait, jusqu'à l'âge de 16 ans, on est au club des sports. On s'entraîne avec le club des sports. Et une fois qu'on passe cet âge-là, souvent ça se sépare en deux. Il y a ceux qui continuent vers le haut niveau, qui vont rentrer soit dans les comités
départements, on dit comités régionaux, mais c'est plus départementaux. Ok. Comité Mont-Blanc ou comité de Savoie. Enfin, pour nous, c'est comité Mont-Blanc. Et en fonction des résultats, certains rentrent en équipe de France ou pas. Mais pour nous, donc, on est à peu près tous rentrés en équipe de France vers l'âge de 18-19 ans, je pense, soit Garance, Hugo ou moi. Après, voilà, une fois qu'on arrive en équipe de France, il y a 2 groupes distincts. Il y a le groupe relève, équipe de France relève, et le groupe équipe de France élite, on va dire. Ouais, les titulaires et Voilà. l'équipe B. Et en gros, l'équipe A, souvent, c'est ceux qui font les Coupes du Monde et quelques Coupes d'Europe, et équipe B, ceux qui font les Coupes d'Europe et quelques FIS, on va dire. D'accord. Et en fonction des performances de certains, ça permet Voilà. Et de chaque monter, année, c'est remis en jeu en fonction des performances. Ok, très bien. Et la détection, en tout cas l'accès à ce haut niveau, ça passe par des tests, ça passe par des résultats. Alors ça se passe par rapport aux résultats sur toute la saison, globalement, dès le plus jeune âge, hein, quand on est dans les catégories U10, U12, U14 et U16 au sein du club des sports. Il y a plusieurs courses au sein du district, donc c'est-à-dire la Clusaz, Grand Bornand, Manigot et les clubs d'Annecy déjà. Ensuite au sein des départements, puis après les détections nationales. Ok. Et voilà, c'est en fonction des courses. Les meilleurs grimpent les échelons pour accéder jusqu'au plus haut niveau. Ça marche. Et on parle beaucoup de ski forcément cette saison et c'est votre domaine, mais à côté, donc il y a la partie renfo, il y a toutes les activités aussi complémentaires. Vous avez des loisirs autres du coup que le ski, qui est le métier passion. Qu'est-ce que vous faites d'autre à côté ? Ça nous intéresse. À côté du sport, moi j'aime beaucoup la nature, donc je fais mon potager, etc. Ça me prend pas mal de temps. Limite, pendant l'hiver, j'ai plus le temps de m'en occuper du tout. Ça tombe bien, c'est l'hiver. Voilà. Mais il faut quand même s'en occuper, il faut préparer le jardin pour l'hiver. Non, mais du coup, c'est plutôt le potager, etc. Après, je reviens vers le sport. Moi, j'adore le sport, donc même en loisir, je vais aller faire du VTT, aller nager dans le lac d'Annecy, etc. Voilà. La belle vie. La belle vie, c'est ça. Bah, vous, les gars, je sais que vous faites aussi du ski, mais du ski nautique. Ouais, bon, bah pas l'hiver. Hein. Non. Mais... bah non, mais on n'est pas comme Garance, on n'a pas envie d'aller dans le lac l'hiver. Hein. Et non, c'est quoi ? C'est potager aussi ou d'autres ? Alors, non, je sais pas toi Léo, moi c'est pas potager. Après, non, l'hiver, pas grand chose. Hein. Léo est allé faire un peu de randonnée, comme il l'a dit, sur la Clusaz quand on a un peu le temps. C'est vrai que ça peut nous être utile pour récupérer, pour prendre un peu l'air. Ouais. Voilà, voir autre chose que finalement des piquets et de la neige glace tout le temps. Mais sinon, non, pas grand-chose l'hiver. Après l'été, on essaye avec Léo de s'occuper un peu en ski nautique aussi. Ça nous complémente, on va dire, un peu notre préparation physique. Et puis voilà, puis sinon, après, on touche un peu à tous les sports. Voilà, globalement. En fait, avec Hugo, on a fait beaucoup de ski nautique quand on était petit. Parce que c'est un deuxième sport. Quand on était plus jeune, on faisait les deux sports... on faisait autant l'un que l'autre, donc c'est pour ça qu'on aime bien faire du ski nautique. Ouais. C'est pas le ski nautique juste pour ça. Ah oui, non, bien sûr. Non, c'est vrai qu'on parlait du film Duo, qui était d'ailleurs consacré à ça aussi, à ces deux disciplines, et qui était... on peut en tout cas inviter les gens qui ne l'ont pas vu à aller chercher sur Internet. Regarder sur YouTube, oui, effectivement. Ouais. Voilà, parce qu'il y est. Non, mais au niveau esthétique, Loris, qui a réalisé le film, avait fait de très belles images, notamment sur le ski nautique aussi, avec des beaux ralentis. Anglophone, francophone, tout le monde trouvera son bonheur. Mais c'est sûr que, en tout cas, quand on n'est pas sur les skis ou en entraînement physique, de manière générale, on est des sportifs, donc on aime bien faire un peu d'autres sports qu'on n'a pas l'habitude de faire pour s'aérer l'esprit. Et je pense qu'avec l'environnement qu'on a par ici, il y a de quoi s'amuser, que ce soit en rando, que ce soit en VTT ou même plein d'autres choses. Hein. À la Clusaz, il y aura de la grimpe, il y aura plein d'autres choses. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y en a pour tous les goûts. On va pas faire la liste complète, mais oui, c'est sûr que ça nous occuperait un sacré paquet de temps. Ouais. Et du coup, tout à l'heure, on parlait aussi des personnes qui vous inspiraient. Et peut-être que vous inspirez déjà ou vous inspirez des générations futures. Et pour les plus jeunes, justement, qui nous écoutent, c'est quoi le parcours pour arriver là où vous en êtes, globalement, depuis petit à maintenant ?
En fait, pour ceux qui aiment le ski, globalement, déjà, je pense que quand tu es plus jeune, prendre des cours un peu à l'ESF pour essayer de progresser un petit peu au ski dès le plus jeune âge, je pense que c'est quelque chose qu'il faut. Pour les passionnés, faut aimer ce qu'on fait. Je pense que c'est la première source de motivation, en tout cas, c'est le plaisir, c'est la passion. Après, pour ceux qui ont un peu le goût de la compétition, dès l'âge de 8 ans, on peut s'inscrire au club des sports, au sein du pré-club, où là, je me rappelle à l'époque, on touche un peu à tout, dans le sens où on fait un peu de snowboard, un peu de freestyle, un peu de ski de fond, un peu d'alpin. C'est le vrai club, et en gros, est fait pour que chacun puisse trouver un peu sa voie, pour que, là, à partir de l'âge de 10-11 ans, chacun puisse aller au sein des sections du club des sports dans le domaine qu'il aime le plus. Et après, ensuite, les catégories d'âge font que certains vont s'entraîner pour le haut niveau ou s'entraîner pour peut-être passer le BE pour être moniteur de ski ou guide de haute montagne ou pisteur ou tout ça. Mais je pense que, en tout cas, pour ceux qui veulent progresser un peu dans le ski et essayer de rester dans le milieu de la montagne, passer par le club des sports, c'est une voie qui peut vachement aider. Puis c'est des super moments, en tout cas, entre copains. Ça crée de bons souvenirs. Voilà. Je pense qu'on a tous des bons souvenirs au club. Et à côté, est-ce que vous êtes quand même jeune encore, vous faites des études, et comment ça se passe du coup quand on est champion mais qu'en même temps on veut faire des études à côté? Est-ce que vous avez réussi à trouver facilement? Qu'est-ce que vous faites à côté, tout simplement? Alors moi je sors tout juste du lycée, donc lycée sport-études. Donc on pouvait, lycée sport-études. Et moi, j'étais plutôt branchée sur accompagnatrice de moyenne montagne, qui n'est pas très compatible avec le ski. Donc, je garde ça de côté, je ferai ça plus tard. Mais après, il y a beaucoup de formations, notamment à Grenoble, même sur Annecy, un peu partout, qui proposent des cursus pour les sportifs. Notamment ce qu'a fait Léo. Belle transition. Tiens, je te refourgue le micro. Hop. Ouais, moi, après le bac, je suis passé par l'IUT d'Annecy, qui propose un cursus sport-études, où on était libéré l'hiver pour pouvoir skier, l'été pour pouvoir s'entraîner. Et en gros, on n'avait que 3 mois de cours dans l'année, ce qui paraît pas beaucoup. Mais comme on est pris toute l'année, c'est compliqué de pouvoir faire les deux. Mais c'était un bon moyen de pouvoir continuer le double projet. Ouais. Bien sûr, on faisait en plus d'années, on ne pouvait pas avoir le même... Pour un bac plus 2, on mettait 3, 4, voire 5 ans là, pour le faire. On fait x2, quoi. x2, voire x3 pour certains. Mais ouais, en tout cas, moi, je suis passé par là. Maintenant, j'ai fini mes études et on essaye de maintenant trouver du financement en travaillant pour des petites entreprises, en fait, par le biais d'un contrat d'insertion professionnelle, qui est une mise en place en tout cas par l'État, l'Agence nationale du sport maintenant, et les fédérations, où en fait on travaille quelques semaines au sein d'une entreprise et on est rémunéré, donc ça nous permet de pouvoir faire à la fois notre passion du ski de haut niveau et de pouvoir quand même gagner un peu notre vie. Ok. Tu veux compléter, Hugo? Je te voyais faire Non. Il a très bien résumé. Il y a, comme disait Garance, il y a beaucoup de parcours scolaires qui sont adaptés, qui sont faits pour le sport de haut niveau, où il y a des cursus scolaires vraiment dédiés à ça. Je pense à Grenoble-Alpes, aussi à l'IUT d'Annecy. Il y a vraiment plein de... Il y en a même, j'en connais, qui font des études sur Paris, à distance. Bon, après, ça dépend de comment chacun veut s'investir dans ses études en fonction de sa carrière. Voilà, après, quand on sort des études, c'est vrai, quand on est listé sur l'ISMISTEL en athlète de haut niveau, comme le disait Léo, on peut avoir accès à un CIP, donc un contrat d'insertion professionnelle. Et comme il l'a très bien dit, nous mène vers un contrat de travail où finalement on a un salaire et on peut faire les deux en même temps. Donc c'est vrai que c'est assez pratique. D'accord, c'est top. Et plus personnellement, toi, du coup, tu fais quoi comme études en parallèle? Et moi, j'ai fait les deux. À la fois, j'ai été pendant 4 ans étudiant à Grenoble-Alpes. Je faisais une licence en maths physique et mécanique que j'ai abandonnée au bout j'ai bossé 4 ans sur cette licence. J'ai validé que ma première année de licence au bout de 4 ans. Donc, comme le disait, c'est pour ça que peut doubler, tu tripler. disais x2, x3, exactement. certains, Non, c'était
difficile à matcher, en tout cas avec la carrière de skieur alpin. Et du coup, donc, voilà, j'ai mis les études de côté et je me suis lancé comme Léo dans un CIP à travers une entreprise qui est basée sur Annecy, qui s'appelle Groupe Mono. Et puis on fait ce contrat d'insertion professionnelle et on peut faire notre carrière de skieur tout l'hiver. Et une fois qu'on a terminé, vers le mois d'avril ou vers le mois de mai, se mettre au travail, se mettre les pieds derrière le bureau et travailler. C'est bien aussi. Exactement. Ok. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour ces échanges parce que Merci à vous. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses. Enfin, en tout cas sur les backstage de la vie de champion au niveau de l'organisation. On se fait forcément une petite idée de comment c'est organisé. Mais c'est top d'avoir vos témoignages là-dessus. Je ne sais pas si tu veux compléter, toi, Claire. Non, j'ai appris beaucoup de choses aussi. C'est vrai que c'est pas mal d'avoir les backstage et de savoir un petit peu comment ça se passe derrière les rideaux, quoi. Ouais, on est quand même privilégié d'avoir cette vie-là, je pense. Et voilà, tout à l'heure je parlais de sacrifice, c'est quand même pas. Enfin, voilà, on a quand même la chance de travailler tout le temps dehors, avec un bureau qui est quand même vraiment beau tous les jours. Et voilà, on n'a pas à se plaindre, loin de là, et juste profiter et vivre notre passion à fond, quoi. On va dire que ce sera le mot de la fin parce que on va vous libérer. Vous avez une petite réunion, il me semble, ce soir avec le club des sports, signature de contrat et petit shooting photo. On va s'arrêter là pour ce premier épisode. En tout cas, merci d'avoir lancé avec nous cette nouvelle saison du podcast Chav FM. Pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous laisser des avis, des notes sur Spotify, Amazon Podcast, Google Podcast, Apple, tout ça. Vous savez comment ça marche, on met des petites notes, on met des petites étoiles, ça nous aide à mieux remonter sur les classements de podcast et puis à être plus écouté. C'était le moment auto-promo, je vois que ça en fait rire certains, mais ouais, c'est comme ça que ça marche, voilà, c'est le marketing, la communication. On est obligé de passer par là. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à vous. Merci. Merci. Le reblochon, ça fait pousser les nichons.